Les dépenses militaires mondiales sont en hausse. Vrai. Le futur de la guerre, c'est dans l'espace. Aussi. Emmanuel Kiva, je suis le délégué général pour l'armement. Le futur de la guerre, c'est sur Internet. Aussi. Le futur de la guerre, ce n'est pas sur le terrain. Faux. La France vend des armes à des dictatures. Je nuance. L'armée française agit toujours pour la défense du peuple français. Vrai. La guerre de demain a déjà lieu. Vrai et faux. Il est impossible de prévoir les conflits de demain. Vrai et faux. Nos sociétés actuelles, c'est l'âge de pierre. Faux. Les militaires n'ont pas d'imagination. Faux. Vous êtes délégué général à la DGA. C'est ça. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est la DGA pour qu'on comprenne un peu Alors c'est vrai que c'est une entité qui est un petit peu méconnue, pourtant on est à peu près 10 600. Hein. La DGA, c'est l'entité qui est placée sous la responsabilité du ministre des Armées, donc je suis l'un des 3 grands subordonnés du ministre des Armées avec le chef d'état-major des armées et le secrétaire général pour l'administration. Cette administration, la DGA, c'est une administration qui a été créée en 1961 par le général de Gaulle, par et pour la dissuasion et pour garantir à la France son autonomie stratégique. Donc sa mission, c'est d'équiper les forces et de préparer le futur de notre système de défense. Et nous avons pour cela à peu près 80% de civils, 20% de militaires, ça va du technicien à l'ingénieur, à l'officier, 18 sites en France, notamment des sites d'essai, des centres d'essai. Et pour vous donner un exemple, les pilotes d'essai en France, ils sont pas à l'armée de l'air et de l'espace, ils sont à la DGA pendant qu'ils sont pilotes d'essai. Vous avez travaillé avec la DGA sur un projet, la Red Team. C'était une équipe qui mêlait des scientifiques, si je dis pas de bêtises, des auteurs aussi de science-fiction. C'est ça. C'est assez atypique. Le but pour prévoir les sociétés de demain et anticiper les différentes menaces qu'il peut y avoir. Est-ce que c'est parce que les militaires sont en manque d'imagination que vous avez fait ça? C'est pas manque d'imagination. En fait, ce qui se passe, et c'est une expérimentation qu'on avait lancée quand j'étais le directeur de l'Agence de l'innovation de défense, qui est rattaché à la DGA. La difficulté de se dire quelles seront les menaces, quelle sera la société en 2060, c'est que si je le demande à un militaire, si je le demande à un scientifique, si je le demande à un ingénieur, on est tous inféodés par notre formation et par notre manière de penser. Donc on fera toujours la même chose. Il y a des gens dont la profession est de penser hors du cadre. Et donc les auteurs de science-fiction, leur but, c'est de penser les sociétés de demain. C'est finalement la seule forme de littérature qui va nous permettre de penser les sociétés telles qu'elles pourraient être et la réponse de l'être humain au progrès de la science et de la technologie. Ça, c'était Isaac Asimov qui le disait. Autrement dit, le but, c'est pas comme nous pourrait le faire comme militaires ou scientifiques de prévoir le sabre laser ou la voiture volante, c'est de prévoir les embouteillages. Donc, quelles sont les conséquences d'un progrès, d'une innovation, d'un futur sur la société, quelles sont les menaces qui en découlent, et partant, voir comment aujourd'hui on pourrait s'en prémunir. Donc, comme vous dites, pas d'histoire de sabre laser, pas d'histoire de... Ça peut venir dans des scénarios. Alors, sabre laser, non, je vous rassure. Faudra une ville de la taille de Paris pour alimenter ne serait-ce qu'une seconde, un truc comme ça. Et en plus, ça s'arrêterait pas. Il y a des gens qui essaient de le reproduire sur YouTube, qui essaient de faire des sabres laser. Mais... Bon courage. Mais par exemple, prenez dans un des premiers scénarios, il y avait l'ascenseur spatial. L'ascenseur spatial, c'est pas, c'est une imagination aujourd'hui qui est crédible. Ce sont des gens qui se sont dit, est-ce que pour mettre des satellites en orbite, on construirait pas un ascenseur, une grande tour qui... On tire le concept jusqu'au bout et on imagine les conséquences géopolitiques qui peuvent arriver. Et ils nous ont fait tout un scénario autour de la piraterie avec la prise en otage justement de cet ascenseur spatial. Vous voyez, on est dans un cône de vraisemblance. On essaye de rester crédible. On va pas inventer le voyage dans le temps. Ça n'a pas de sens pour nous, ça nous sert à rien. Parce que le but de la Red Team, c'est d'avoir en face d'elle une équipe composée de militaires, de scientifiques, de prospectivistes, du ministère des Armées, qui reçoit les menaces et trouve les moyens de s'en prémunir. Donc le but de la Red Team, c'est de nous empêcher de dormir. Je peux vous assurer qu'ils font un très bon boulot. Et quand vous avez eu cette idée, je ne sais pas si c'est vous qui avez eu l'idée, qui a eu l'idée? C'est moi qui ai eu l'idée parce que j'ai une femme qui est fan de science-fiction, que je me suis déplacé. Tiens, on va faire un peu de pub à un festival qui s'appelle les Utopiales à Nantes. Excellent festival de science-fiction. Et je me dis, ces gens-là, ils savent faire de la fiction avec de la science dedans. Pourquoi ils n'utilisent pas leur talent pour nous aider dans les défis qui sont les nôtres? Et on s'est pas moqué de vous au début quand vous êtes dit, on va mettre des auteurs de science-fiction pour prévoir les menaces futures? J'ai à peu près tout eu on n'est pas là pour faire des Mickey, on ne gaspille pas l'argent du contribuable. Force est de constater qu'à la fin de l'expérimentation Red Team, toutes les armées voulaient en être. Et toutes les structures du ministère des Armées voulaient rejoindre la Red Team. Donc on a juste montré que c'était utile. Mais c'est normal. Et c'est une première mondiale? C'est une première mondiale.
Et il y a eu des auteurs de science-fiction qui ont été embauchés, par exemple, par le Pentagone pour faire donc Isaac Asimov fait partie, pour faire des scénarios très ponctuels, mais faire travailler ces gens en groupe avec des designers, avec des dessinateurs, pour collaborer en équipe sur cette forme-là, ça n'a jamais été fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai des demandes des États-Unis et d'autres pays de faire des opérations communes de type Red Team. Et c'est ce que vous allez faire? Et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on a déjà fait d'ailleurs. Ça, vous n'avez pas communiqué dessus? On n'a pas communiqué parce qu'une grande partie des travaux de la Red Team sont classifiés. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a certains travaux qui ont été mis publics. Donc, on peut considérer que ces scénarios, c'est des scénarios qui n'arriveront pas de toute manière, les scénarios qui ont été publics. Ah non, les scénarios publics, je vous donne un Pourquoi il y en a qui sont exemple. classifiés et certains qui sont publics? Alors, il y en a qui sont classifiés parce que globalement, ils dévoilent trop de vulnérabilités, ils sont trop sensibles. Et ça pourrait donner des idées, et je ne suis pas là pour donner des idées à nos compétiteurs. En revanche, ceux qui ont été publiés ont été expurgés des choses qui étaient un peu à la limite ou qui pouvaient susciter des tensions géopolitiques. Par exemple, parce qu'on citerait un pays plutôt qu'un autre. Mais je vous donne un exemple. Il y a un scénario qui s'appelait la chronique d'une mort culturelle annoncée, Ok. dans lequel on avait Ça, imaginé... c'est pas secret défense. Ça, c'est public. Non, ça a même fait l'objet de livres, grand public. On avait imaginé que vous étiez dans une société où tout le monde verrait la réalité par le prisme de ses intérêts, par des techniques de réalité augmentée, par exemple. Et donc, je vous donne un exemple, vous êtes vegan. Bon, moi pas. Mais vous êtes vegan, vous vous baladez dans la rue, vous ne verrez pas de viande sur les étals des bouchers. Et dans ce contexte-là, où chacun a sa propre réalité, on déclenche une catastrophe naturelle et une attaque bioterroriste, et on doit évacuer nos ressortissants d'un pays étranger. Sauf que chacun a sa propre vision de la réalité, la parole nationale, la parole officielle ne compte plus. Donc on a ce qu'on appelle la balkanisation du réel, et en fait, en tirant tout ça, ils ont inventé ce que Mark Zuckerberg a annoncé juste derrière. Oui, exactement. Ça fait penser à certains épisodes de Black Mirror aussi. Exactement. Les écrivains ou les auteurs qui ont participé à cette Red Team, ils ont fait des scénarios qui sont aujourd'hui confidentiels. Est-ce que moi, je peux aller en interroger un et lui demander quel scénario est confidentiel? Ils sont habilités, donc de toute manière... Habilité secret défense? Habilité secret défense. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu leur montrer la réalité. On ne peut pas leur demander de travailler sur le futur de la dissuasion, s'ils ne sont pas allés dans un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Ils l'ont fait. On les a amenés sur le terrain, on les a emmenés faire du parachutisme, on les a emmenés visiter des centres d'essai de la DGA. Donc tout cela nécessitait qu'ils soient habilités, et ça permet aussi de les responsabiliser, justement, si un talentueux journaliste va les interroger, ils sauront où s'arrêter, quoi révéler, quoi ne pas révéler. Si c'est pas un talentueux journaliste, mais que c'est un espion chinois ou russe? La même chose, bien sûr. Non, Ils sont sous protection policière aujourd'hui? Aujourd'hui, les auteurs savent ne pas dévoiler les sujets sur lesquels ils ont travaillé qui sont classifiés. Mais ils n'ont pas d'escorte policière ou autre qui les protégerait? Non, il n'y a pas de risque sur leur vie. Il n'y a pas de risque d'agression. Ce sont des auteurs de science-fiction, et je pense que les services ont mieux à faire. Vous pensez pas qu'il y a des espions qui risquent de les interroger? Il y a des espions, mais je pense que c'est plutôt au détour d'une conversation que ça risque de se produire. Et là, pour le coup, ils sont préparés. Comment on les prépare à ça? On a des séances de préparation, on leur explique comment réagir lorsqu'on leur pose telle ou telle question. Mais encore une fois, ils ne sont pas dans le cœur du réacteur nucléaire de la DGA. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui conçoivent la défense de demain. Encore une fois, ils conçoivent des menaces, et ce sont nos équipes qui sont chargées de trouver les réponses. Et ce sont les réponses à ces menaces qui sont vraiment classifiées. Oui, c'est des menaces potentielles, et après, c'est vous qui faites vraiment le tri là-dessus. Le président de la République, et même de manière générale, on entend beaucoup le mot guerre revenir, l'économie de guerre. Sur les réseaux sociaux, on entend parler potentiellement d'une 3e guerre mondiale. Est-ce que vous qui travaillez donc à la DGA, l'armée de manière plus générale, est-ce que vous pensez qu'une guerre est proche? Alors, c'est pas mon travail d'abord, c'est plutôt le travail de l'état-major des armées que de prévoir ce qu'on appelle le besoin militaire prévisible et ce qui peut arriver à 3 ou 5 ans. Maintenant, la période qu'on vit est quand même particulière. D'abord, la guerre contre le terrorisme armé, on appelle ça des guerres asymétriques, parce qu'on a une force qui, elle, est organisée en face de groupes, de groupements terroristes. Elle continue. Elle ne s'est pas arrêtée avec l'invasion de l'Ukraine. Donc on continue à lutter contre le terrorisme. Et en même temps, on a une superposition d'autres crises, dont par exemple les conflits de haute intensité symétriques que l'on voit aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie,
qui peuvent nous amener à faire partie d'une coalition dans les prochaines années pour, le cas échéant, neutraliser cette menace-là. Et pendant des travaux, la vente continue, c'est-à-dire qu'en même temps, il y a toutes les opérations de défense du territoire, les opérations de maintien de nos capacités, notamment dans le domaine de la dissuasion, et la préparation de l'avenir pour ne pas rater une rupture technologique. Tout ceci pour dire que le contexte géopolitique aujourd'hui, il est très dense. Moi, je ne crois pas à une troisième guerre mondiale, pardon. Je crois plutôt qu'il va y avoir une superposition, une accumulation, une accélération des crises auxquelles il faudra savoir répondre. Et donc, c'est pour ça qu'on s'y prépare. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en guerre ? Aujourd'hui, on est en guerre contre le terrorisme. Très clairement, oui. Par contre, on n'est pas en guerre contre la Russie. On soutient simplement des alliés contre une agression, mais nous ne sommes pas belligérants. Est-ce qu'on a peur d'être en guerre ? Est-ce qu'on n'ose pas rentrer en guerre ? Non, ça, c'est des questions géopolitiques qui regardent le président de la République, qui regardent les choix politiques qui sont faits. Moi, mon métier, c'est de donner les capacités nécessaires pour remplir ces mandats opérationnels. Donc, les équipements arrivent pour nous, pour les autres. Et puis, je rappellerai quand même aussi autre chose. Le territoire français est protégé par la voûte de la dissuasion nucléaire. On est quand même un État particulier en Europe. Donc effectivement, quand on nous dit « Ouh là là, on n'a pas assez de chars, on n'a pas d'avions », si les Russes débarquent sur la place de l'Étoile, ils ne vont pas débarquer sur la place de l'Étoile parce que justement, on a cette dissuasion nucléaire qui nous protège. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, la France a encore un poids à l'international d'un point de vue militaire ? Je pense aux États-Unis ou à d'autres puissances aujourd'hui qui... Alors la France a une armée d'emploi et la France est reconnue parce qu'elle sait se battre. Et donc dans toute la lutte qu'il a pu y avoir en Syrie, en Irak, au Mali, la France avait une place reconnue et reconnue par les autres États. Et comme je viens de le dire, elle a une place singulière aussi dans le concert des nations, tout particulièrement en Europe, parce que c'est un État doté. Nous avons notre autonomie stratégique et elle passe par la dissuasion nucléaire. Je le répète beaucoup, mais c'est quelque chose dont on ne parlait pas avant, qui est redevenu au premier plan avec l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Il y a une espèce de grammaire nucléaire qui est en train de se remettre en place. Il faut bien comprendre que c'est quand même la clé de voûte de notre défense. Et c'est quelque chose d'assez remarquable. Donc pour répondre très clairement à la question, oui, je pense que la France, quand elle parle, on l'écoute. On n'est pas dépendant de l'OTAN, selon vous, aujourd'hui ? On n'est pas dépendant Non, on a notre autonomie stratégique. On fait partie de l'OTAN, mais par contre, on n'est pas dépendant de l'OTAN pour défendre le territoire français. Je vous demandais tout à l'heure dans le vrai faux s'il était possible de prévoir les conflits de demain. Ça faisait référence à ce que aux travaux que vous avez avec la vrai et faux. Oui, exactement. Et du coup, est-ce que vous pouvez développer là-dessus ? Vrai, parce que effectivement, un certain nombre de choses qu'on anticipait depuis un certain temps se sont avérées justes. Le fait qu'il n'y ait plus de conflit uniquement naval, terrestre ou aérien, mais qu'on se batte dans l'espace, qu'on se batte sous les mers, qu'on se batte dans les champs cyber et informationnels, ça c'est des choses, ça fait quelques années qu'on a mis en place donc ces prédictions et donc les moyens capacitaires permettant d'y répondre. Donc oui, on peut prévoir la forme d'un conflit. Par contre, il y aura toujours ce qu'on appelle des signes noirs, des scénarios qu'on ne peut pas prévoir. Et surtout, la guerre en Ukraine, c'est la guerre d'aujourd'hui, c'est pas la guerre de demain. Et donc, justement, il faut prêter attention à ne pas utiliser ce que l'on a comme retour d'expérience en Ukraine pour dire les prochaines guerres, ça sera ça. Parce que peut-être qu'on se battra plutôt vers le pôle Nord, peut-être qu'on se battra plutôt dans l'espace ou sous les mers, tout ça en même temps, et ça, on ne sait pas le produire. C'est pour ça que j'ai dit vrai et faux. Qu'est-ce qui vous fait peur à vous ? Alors, moi, ce qui me fait peur, véritablement, c'est le champ informationnel. Le fait qu'avec les progrès de l'intelligence artificielle, notamment, on est capable d'influencer la cognition humaine, d'influencer le raisonnement, les émotions. Alors, il se trouve qu'on a mis en place un projet, à la suite de Red Team d'ailleurs, classifié complètement, celui-là, donc je vous en parlerai pas, justement pour répondre à cette guerre cognitive, mais en vrai, les missiles hypersoniques, oui, c'est une réalité, c'est important, mais encore une fois, je vous l'ai dit, on a une voûte qui nous protège. Par contre, le caractère insidieux de la désinformation, donc ce qu'on appelle la guerre hybride, et puis combiné à des actions dans le cyberespace, si vous voulez mettre à terre un pays, plutôt que de lui envoyer un missile, vous empêchez les gens de retirer de l'argent, vous les empêchez d'avoir accès au système de santé, vous coupez les infrastructures énergétiques, etc. Tout ça en même temps.
et avec donc la désinformation qui accompagne. Ouais. C'est évidemment ce qu'essaye de faire Poutine en Ukraine. Oui, très concrètement, la désinformation, c'est des vidéos sur les réseaux sociaux qui vont dire n'importe quoi, mais qui ont une apparence légitime. Oui. Ça existe tous les jours. Il y a des faux sites, il y en a des centaines, qu'ils soient pilotés par la Russie, pilotés par la Chine, qui en a fait une doctrine, qui ne s'en cache pas, notamment pour les compétitions en termes de guerre économique. Mais vous avez aussi des actions très concrètes. Au début de l'invasion en Ukraine, il y a eu une attaque des stations de diffusion de télévision où les Russes ont injecté ce qu'on appelle un deepfake. Alors un deepfake, c'est une imitation par intelligence artificielle, en l'occurrence du président Zelensky, qui appelait à déposer les armes. C'est comme si C'était très très mal fait. Un deepfake, c'est comme si vous étiez là, Voilà. mais en fait vous n'étiez pas là. Voilà. Alors je suis là. Voilà. Oui, c'est pas un deepfake. Vous n'êtes pas un deepfake. Pas encore. Effectivement, pas encore. On en est où aujourd'hui dans la cyberguerre, justement? Parce que vous parlez de cyberespace, des attaques sur le fait qu'on puisse retirer ou pas de l'argent, etc. Enfin, tout ça, ça relève du monde cyber, d'Internet, de ce qui se passe, on va dire, sur Internet. Aujourd'hui, on en est où dans la cyberguerre? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des attaques quotidiennes? Est-ce que ou pas du tout? Il y a des Comment ça attaques se passe? quotidiennes, incessantes et en augmentation. OK. À la fois sur les entités, j'allais dire régaliennes, mais aussi beaucoup sur nous, ce qu'on appelle la BITD. Alors j'ai promis de ne pas faire d'acronyme, donc base industrielle et technologique de défense. Les 10 grands Thales, Safran, Dassault, etc. et les 4500 PME derrière. Bien, dans ces 4500 PME, une centaine sont attaquées, mais tous les mois, pour voler leurs données, pour les empêcher de fonctionner, pour voilà. On a aujourd'hui un ciblage, pardonnez-moi, un ciblage par les services, et notamment des services chinois, qui sont en train de viser des entreprises qui sont, par exemple, dans le spatial ou dans le naval, parce que ce sont des thèmes qui sont aujourd'hui des thèmes d'innovation et qu'il y a une guerre économique autour de ça. Alors, il n'y a pas que la Chine, il n'y a pas que la Russie, il y a beaucoup d'attaques. Il se trouve qu'on a structuré la réponse du ministère des Armées à tout cela. On a un ComCyber, donc ça dépend pas de la DGA, mais bien de l'état-major des armées. On a des nouvelles écoles, d'ailleurs, sur le cyber. Il y en a une qui vient de s'ouvrir à Vannes. École militaire? Des écoles pour la cyberdéfense, absolument. Nous, on a un centre qui s'appelle DGA Maîtrise de l'information, où on a des gens qui sont des experts du cyber et qui participent avec les services de renseignement à la lutte pour la résilience cyber de la France et la résilience cyber de la base industrielle et technologique de défense. Et très concrètement, donc les attaques, vous disiez, ça vise des sites stratégiques, notamment dans la défense, mais est-ce qu'il y a des hôpitaux, des banques, Oui, ça dépend pas de nous, ça, par contre. D'accord. Ça OK. dépend pas de nous. Ça, c'est comment dire, nous, on est vraiment sur la défense militaire, la lutte dans le cyberespace. Mais bien évidemment, on prête notre concours en cas de besoin, tant en termes d'expertise qu'en termes opérationnels. Ça relève du privé? Non, ça relève d'autres entités au sein de l'État. Et puis vous avez l'ANSSI aussi, qui joue un rôle dans ce domaine-là, qui est l'Agence pour la sécurité des systèmes d'information, qui est quelque part le garant du fait d'avoir une certaine résistance et résilience dans l'ensemble des entités qui pourraient être ciblées. Est-ce que vous avez du mal à recruter justement dans le cyber, des gens qui vont aider à contrer des attaques ou même potentiellement faire des attaques? Je ne sais pas si vous êtes dans la défense ou dans l'attaque aussi. Alors on est les deux. Il y a une doctrine de cyber-offensive qui a été éditée il y a à peu près 6-7 ans, je pense, qui est une nouveauté d'ailleurs, parce qu'auparavant, on était plutôt uniquement sur le défensif. Parce que je vous demande ça parce que je pense à une scène, peut-être vous la connaissez, je crois que c'est le film Will Hunting, où il y a un génie enfin un mec qui est absolument génial, et on lui demande pourquoi il veut pas travailler pour la NSA, et il explique pourquoi il veut pas contribuer à un gouvernement qui tuerait des personnes à l'étranger, etc. Pourquoi je travaillerais pas pour la NSA? Ça, c'est une colle. J'ai essayé d'y répondre. Est-ce que des scènes comme ça, ou cet imaginaire-là qu'on peut avoir sur l'armement, sur l'armée, c'est des choses qui peuvent nuire justement au fait de recruter des gens? Ça a sans doute été le cas. Je pense que ça l'est de moins en moins. D'abord parce que les gens savent faire, et surtout les développeurs qui pourraient être intéressés à nous rejoindre, savent faire la différence entre un film et les réalités. Il reste que, par exemple, ce ne sont que des militaires qui peuvent faire des attaques létales. Donc ça, j'allais dire, c'est de la responsabilité du ComCyber, de l'état-major des armées. Nous, en tant qu'entité
donc qui allons recruter des ingénieurs, des experts pour pouvoir détecter, contrer, élaborer effectivement des armes cyber. Il n'y a pas cette résistance-là. Au contraire, je pense qu'il y a une motivation des jeunes de nous rejoindre, ce qui est bien d'ailleurs, parce qu'il y a une grosse concurrence avec le privé. Donc, si on n'avait pas cette motivation et ce sens de la mission, on n'arriverait pas à recruter. Mais justement, pour nous rejoindre et participer à cette mission de protection. Ce qui est la réalité. Aujourd'hui, la France n'est pas un État qui cherche à attaquer d'autres États en cyber. Elle cherche à se protéger contre les attaques qu'on lui fait. On riposte pas contre la Chine, contre la Russie. J'ai pas dit ça. Bien sûr que si. Il y a un moment où il faut montrer les dents. Donc mais on attaque un petit peu. On va pas attaquer en premier. On n'a pas cette doctrine d'aller attaquer d'autres pays. Mais bien évidemment, je déconseille aux autres de nous attaquer. Il y aura forcément des conséquences. Est-ce qu'il y a une coordination à l'échelle européenne ? Absolument. Oui, à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Plus qu'à l'échelle même de l'OTAN, par exemple ? Non, il y a également une coordination à l'OTAN. Il y a beaucoup de comités il y a toute une communauté qui s'est structurée autour du cyber. Parce que justement, je me demande, vu qu'il n'y a pas d'armée européenne, comment on arrive à coopérer et à avoir des réponses ciblées, des attaques potentiellement ciblées, en étant... En se coordonnant. Et ça fonctionne bien. Et ça fonctionne. Par rapport à du coup la technologie qui se développe de plus en plus, il y a des drones notamment qui se développent, des armes autonomes. Est-ce qu'aujourd'hui on va de plus en plus vers un usage déshumanisé de la force ? Alors, déshumanisé, on peut l'entendre dans plusieurs sens du terme. Pas philosophique, mais vraiment très concret. Alors, très concret, qu'il n'y aura plus d'humains sur le terrain ? Par contre, il y aura toujours des humains sur le terrain, ne serait-ce que parce que même si on parle d'armes létales autonomes ou intégrant de l'autonomie, il faudra un contrôle humain dans la boucle. Et il y a une notion qu'on appelle la permanence de la responsabilité du commandement, à savoir qu'on ne peut pas et on ne doit pas faire en sorte qu'une machine puisse elle-même définir sa mission ou modifier la mission qu'on lui a confiée. Donc de toute manière, il y aura toujours des humains. Maintenant, à quoi ça sert ces armes-là ? Ça sert aussi à éloigner l'homme du danger. Et donc effectivement, moi je préfère écrire une lettre de félicitations à un fabricant de drones qui a été détruit, mais bon, c'est pas grave, qui a fait sa mission, plutôt qu'une lettre de condoléances à la famille d'un pilote. Et donc oui, il y a forcément une évolution vers le fait qu'il y aura des armes robotisées, qu'il y aura des systèmes qui seront autonomes, parce que ça nous permet aussi d'éloigner l'homme du danger. Un exemple très concret, la guerre des mines. Aujourd'hui, ce sont des plongeurs qui vont neutraliser les mines sous l'eau. Demain, et vous en verrez quelques exemples, il y a un salon qui s'appelle Euronaval, qui a lieu en novembre, et donc je vous encourage à le visiter, parce que vous allez voir des systèmes concrets. On a un programme qui s'appelle SLAM-F par exemple, qui vise à doter la Marine nationale de moyens dronisés pour détecter les mines d'une part et pour les neutraliser d'autre part. Ce qui permet de ne pas mettre des plongeurs à l'eau. C'est quand même pas un sport de masse de neutraliser une mine sous-marine. Je pense à des scènes de films, encore une fois, quand je parle de ça. Je pense à des scènes où on voit des pilotes de drones dans des box. Oui. Très bien le film auquel vous faites, dont le nom m'échappe, mais je vois exactement, mais on le retrouvera. Mais et ils larguent des bombes, alors qu'ils sont très loin de là où ils larguent des bombes. C'est pas la doctrine française. Et il y a ce côté où ils sont pas sur le terrain, ils ont tué des gens, mais ils sont très très loin, des dizaines de milliers de kilomètres de là où ils ont largué des bombes. Et du coup, d'un point de vue même plus philosophique, du coup, il y a vraiment ce côté déshumanisant, mais en même temps qui est profondément... Détrompez-vous, parce que justement, ce sont les premiers à avoir des syndromes de stress post-traumatique, justement parce qu'ils ont l'impression de faire quelque chose d'inhumain. Et la différence aussi avec la France, c'est que la France, elle n'a pas des bases ici où on pilote des drones sur des théâtres d'opération. Quand on était à Barkhane, quand on était au Mali, les box, effectivement les shelters qui nous permettent de piloter les drones, puisqu'on avait des drones armés sur le terrain, ils étaient sur le terrain. C'est-à-dire qu'on était une base déployée, avancée au Mali. Les pilotes, ils voyaient les drones, ils étaient sur le terrain, ils étaient au contact de la population, ils allaient simplement dans un shelter pour piloter. Ça n'est pas du tout le même contexte. Et c'est important pour vous qu'ils soient sur le terrain ? Absolument. Et ils sont avec leurs frères d'armes, si j'ose dire, leurs collègues combattants. Et donc, il y a des échanges entre les pilotes de drones, les pilotes d'avions de chasse, qui ont la réalité du terrain, les fantassins. Et je pense que c'est très important, effectivement. Maintenant, là, je sors un peu de mon couloir de nage, puisque c'est une doctrine d'emploi qui relève, là aussi, de l'état-major des armées. Oui, bien sûr. Et d'un point de vue, pour imaginer le futur aussi, est-ce qu'on ne se destine pas vers des robots qui vont faire la guerre à d'autres robots, pendant que les humains piloteront ces robots
Et quel sens aura encore la guerre à ce moment-là? Là, je suis très lointain et je suis très dans la science-fiction. Oui, on avait même imaginé qu'il y aurait des guerres zéro mort avec que des robots qui se battraient entre eux. Regardez ce qui se passe en Ukraine. On a 14-18. En fait, oui, on pourrait avoir cette vision-là, mais en vrai, ça se produit jamais. Parce qu'il y a des populations, parce que ça lutte aussi dans le champ de la peur. Enfin, c'était le général Patton qui disait, le but de la guerre, c'est pas de mourir pour sa patrie, mais de faire en sorte que vos ennemis meurent pour la leur. Bon, donc ça restera toujours. Et donc, il va toujours y avoir des incursions sur les terrains, des actions militaires humaines. Est-ce que les gens seront prêts à se battre pour leur pays? On voit qu'en Ukraine, c'est le cas. Ils ont été un peu forcés. La force de l'âme, la volonté, c'est ce qui est aujourd'hui le plus critique pour que les gens prennent la défense de leur pays. En Ukraine, effectivement, il y a eu cette force d'âme. Et cette force d'âme, même si les hommes sont interdits de quitter le territoire ukrainien, et certains Russes aussi ne souhaitent pas forcément aller sur le front, est-ce qu'il y a toujours cette main-d'œuvre-là? Est-ce que quand on imagine pareil des scénarios futurs, est-ce qu'on se dit, comme vous disiez, chacun est dans sa réalité, plus personne n'a envie de. Je ne sais pas répondre à cette question parce que je pense que personne ne le sait. Mais ce que je sais, c'est qu'il est indispensable d'avoir une volonté humaine, malheureusement, pour pouvoir faire la guerre et pour pouvoir défendre son pays. Nous, à la DGA, notre rôle, c'est de fournir les moyens les plus sûrs permettant de le faire. Il y a un domaine dont vous parlez beaucoup aussi, c'est le quantique. L'émission va être très longue. Comment le quantique... Alors, c'est une notion très complexe. Faudrait déjà 1 heure pour expliquer ce que c'est le quantique de manière générale. Mais comment le quantique peut révolutionner l'armement et la manière dont aujourd'hui vous faites la guerre? Alors, il y a différents domaines dans le quantique. Je ne vais évidemment pas rentrer dans les détails, mais vous avez le domaine des capteurs quantiques. Vous avez le domaine de l'ordinateur quantique, capable en quelques dizaines de secondes pour certains algorithmes, de déchiffrer des choses qui prendraient l'âge de l'univers à l'ensemble des ordinateurs actuels. Donc on parle bien de ça. Il y a les communications quantiques et il y a le post-quantique qui n'est pas une technologie quantique, mais qui sont des maths. Si je prends les choses dans l'ordre, nous, ministère des Armées, on investit directement sur les capteurs quantiques. C'est quoi un capteur quantique? C'est par exemple ce qu'on appelle les gravimètres quantiques à atomes froids. Vous avez pas vu, hein? Non, mais très simplement, dans le principe, mais pas du tout dans la réalisation. Le but, c'est de refroidir des atomes avec des lasers, de les laisser tomber et de regarder la vitesse à laquelle ils tombent parce que ça vous permet de mesurer le champ magnétique terrestre, le champ gravitationnel terrestre. Et si vous arrivez à faire une cartographie de ce champ gravitationnel terrestre, vous savez vous situer n'importe où, sur l'eau, sous l'eau, sans avoir besoin de communication, sans avoir besoin de GPS, sans avoir besoin de liens satellitaires. D'accord. C'est une avancée majeure. Qui existe aujourd'hui? Qui existe aujourd'hui. Et qu'on utilise aujourd'hui? On est en phase terminale d'expérimentation. On a embarqué des gravimètres quantiques. On adore les acronymes à la DGA. Celui-là s'appelle Girafe. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire quelque chose, avec 2 F. On fait ça avec l'ONERA, donc l'Office national de recherche en aéronautique et en spatial. Et ce gravimètre quantique a été embarqué dans un avion et a été embarqué dans un bateau. Et normalement, d'ici la fin de l'année, la marine française devrait être la première marine au monde à être dotée de gravimètre quantique. Concrètement, c'est un boîtier qui... Alors, boîtier, autonome. Vous y allez un peu fort, c'est un gros boîtier. C'est petit par bras. Voilà, parce qu'il faut que ça soit... Il faut du froid, il faut des lasers, etc. Mais concrètement, oui, c'est ça, c'est embarqué. D'ici quelques années, ça sera une carte électronique, voire une puce. Mais aujourd'hui, on a déjà développé. Et là, on finance et on accélère. Et directement, l'argent de la loi de programmation militaire est injecté pour accélérer dans le quantique. Ensuite, vous avez l'ordinateur quantique dont je viens de parler, qui est important parce que ça nous permet aussi de décrypter des secrets de nos compétiteurs, là aussi de manière quasi instantanée. C'est la stratégie que la Chine a employée. Elle cherche à développer un ordinateur quantique et en attendant, elle fait une stratégie qui s'appelle Store Now, Decrypt Later. C'est-à-dire, j'aspire toutes les données que je peux. Je ne sais pas les lire, je ne sais pas les décrypter. Mais le jour où j'ai un ordinateur quantique, j'aurai tout sous la main. D'où l'importance du post-quantique, c'est-à-dire de concevoir des systèmes de chiffrement résistants au quantique. Et ça, on sait le faire parce que ce sont des maths. On n'a pas besoin d'attendre un ordinateur quantique pour le faire. Et qu'on a des simulateurs et des émulateurs quantiques. Donc ça, on sait le faire. Et juste pour conclure, je vous ai dit que ça serait long. Non, mais c'est... Pour revenir à l'ordinateur quantique, on ne sait pas quelle est la technologie
qui permettra de l'avoir. Est-ce que c'est une technologie à base de photons? Est-ce que c'est Photons, c'est la lumière. Photons, c'est la lumière. Je vous ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais vous parler du tressage du fermion de Majorana et je pense que là, on va perdre tout le monde. On va perdre. Mais il y a 5 technologies qui sont concurrentes finalement. On ne sait pas laquelle va marcher. Donc, on a 5 startups que l'on finance en ce moment sous la forme de ce qu'on appelle un partenariat d'innovation. C'est-à-dire que dans 2 ans, rendez-vous, on voit où elles en sont. Les technologies les moins probables, on arrête. Les autres, on continue jusqu'à pouvoir accélérer le développement. C'est un projet qui est porté par France 2030, donc pas par le ministère des Armées, puisque c'est de la technologie civile quelque part. C'est 430 millions d'euros. Ça s'appelle Proxima, mais par contre, c'est la DGA qui opère ce projet au profit de France 2030. Donc, quand est-ce qu'on aura un ordinateur quantique? Le but, c'est de l'avoir dans moins de 10 ans. Dans moins de 10 ans Et les Américains, par exemple, Google avait communiqué sur le fait qu'ils avaient potentiellement un ordinateur quantique. Oui, mais tout le monde communique sur le fait. Mais il y a les ordinateur quantique à qubit parfait et avec correction d'erreur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ordinateurs quantiques ne sont pas fiables. Ce sont des preuves technologiques que ça peut marcher. Et on est devant nous par rapport à Google ou aux Américains? Dans la course. Alors, on me dit souvent, mais la puissance de Google par rapport à une start-up française. Ouais, mais la start-up française avec 160 personnes, c'est la même taille que l'équipe de Google qui fait du quantique. Et c'est de la physique et des maths. C'est pas forcément des énormes quantités d'argent. C'est beaucoup de réflexion et de cerveau. Et la France, c'est une nation qui est bonne en physique et en maths. Je rappelle que les médailles Fields, qui sont les prix Nobel de mathématiques, on a plus de 13 médailles, je ne sais plus combien on a, mais... Cédric Villani notamment. Voilà, Cédric Villani par exemple. Et donc aujourd'hui, on est dans la course et on doit être dans la course parce qu'il s'agit vraiment, il y aura un avant et un après. C'est une rupture technologique qui va engendrer une rupture géostratégique et ce d'autant plus que si vous êtes capable de déchiffrer tous les secrets, vous n'avez aucun intérêt à le dire au monde. Donc le premier qui l'aura le dira pas. Donc là, il y a peut-être des gens qui ont un ordinateur quantique et ne le disent pas. Genre, je ne pense pas compte tenu de l'avancement des technologies, puis on a quand même des services de renseignement qui sont actifs, mais celui qui y arrivera ne le dira pas. C'est quoi le programme Yoda? J'ai entendu parler d'un programme Yoda. On est très 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 bon en acronyme. YE en orbite pour un démonstrateur agile. Vous l'avez trouvé? Yoda, c'est un programme qui vise à protéger nos satellites. En fait, on s'est rendu compte que dans l'espace, il se passait beaucoup de choses. Il y a quelques années, Florence Parly, quand elle avait annoncé la stratégie spatiale de défense, c'était en 2019, avait révélé une rencontre qui avait lieu entre un satellite franco-italien qui s'appelle Athena Fidus et un satellite russe qui s'appelle Lush Olymp. En gros, on a un satellite géostationnaire. Alors, je rappelle, tout le monde parle des satellites, du New Space, tout ça. Ça, c'est à 600 km. Ensuite, vous avez différents espaces. L'espace géostationnaire, c'est à 36 000 km. Donc, c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas de start-up qui peut aujourd'hui faire du géostationnaire tout seul. Vous pensez à SpaceX ou d'autres? SpaceX peut faire du géostationnaire, si. Non, mais ils ont les lanceurs qui permettent. Non, puis ils ont les lanceurs qui permettraient de le faire. Oui. Mais donc, le géostationnaire, c'est là aussi, pour reprendre l'expression, c'est pas un sport de masse. Il se trouve que c'est très dangereux d'abord d'avoir des satellites qui croisent des orbites géostationnaires, mais aussi que pourquoi ils le font? Ils le font pour nous espionner, pour nous écouter, et le cas échéant peut-être pour nous neutraliser. Et donc Yoda, c'est quoi? Ça fait partie d'un programme qui s'appelle Action dans l'espace, donc le programme ARES, dans lequel on essaye de se prémunir de ce type de menaces-là. Et donc là, ce seront des microsatellites qui vont être garde du corps d'un satellite géostationnaire, capable de surveiller les abords, voire de neutraliser une menace, par exemple en éblouissant le capteur d'un satellite qui viendrait trop près. C'est pas un maître Jedi avec un sabre laser. Du coup, l'inspiration vient de là quand même. C'est petit, c'est dans l'espace et ça neutralise les menaces. Mais justement, à distance. Quand on pense à guerre dans l'espace, moi je suis un fan de Star Wars, donc je pense directement à Star Wars avec les rayons laser qui vont tirer sur les vaisseaux avec des protections. Bref, on imagine des guerres entre vaisseaux. Est-ce que concrètement, c'est ce qui va se passer? Est-ce qu'on va tirer des faisceaux laser dans l'espace? Oui, on a des programmes très très concrets aujourd'hui de neutralisation de satellites par faisceau laser. Accessoirement, on tire déjà des faisceaux laser dans l'espace, mais pas pour détruire l'autre, mais pour communiquer. On a lancé une expérimentation, c'est paru dans la presse il y a quelques jours, qui s'appelait Keronos. Donc c'est 2 startups françaises, Unseen Labs et Kai Labs, qui sont 2 bretonnes d'ailleurs, qui se sont rapprochées. On a financé, nous, le lancement de nanosatellites capables de faire une communication par laser entre l'espace et le sol, sans optique adaptative.
Bon, vous avez choisi de m'inviter, donc on va parler un peu techno. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, pour communiquer par la lumière entre l'espace et le sol, il faut corriger les variations de l'atmosphère. Parce que ça fait effet loupe, brouillard, le etc. laser n'est pas le même arrivé Voilà. avec l'atmosphère. Là, ils ont trouvé une technologie qui permet de le faire sans correction. Or, la différence entre une correction et pas de correction, c'est que soit vous avez une station sol qui reçoit le signal et qui est en gros un petit bâtiment, soit vous pouvez le mettre dans un véhicule. Et si vous n'avez pas d'optique adaptative, vous pouvez le mettre dans un véhicule. Et ça, on a montré il y a quelques jours que ça marchait, c'était une première mondiale. Mais là, le laser dont vous parlez, ça sert surtout à la communication. Ça, c'est la communication, mais j'ai bien compris que vous vouliez parler de tirer sur les autres avec les lasers. Oui, mais parce que j'ai parlé avec un ami physicien qui m'expliquait que justement, les lasers qu'on pouvait voir dans Star Wars, c'était assez utopique ou dystopique, ça n'existerait jamais, et qu'il serait bien plus efficace de lancer des petits projectiles à une très grande vitesse et que ça détruirait des... Le laser, je vous dis, c'est plutôt pour éblouir une optique. Okay. Voilà. Mais effectivement, dans l'espace, vu la vitesse des objets, il vaut mieux effectivement envoyer, je sais pas, même des liquides qui contamineraient les optiques d'un satellite adverse. Et évidemment, il y a beaucoup de programmes de recherche là-dessus, faits à la DGA, faits à l'ONERA, parce qu'on anticipe malheureusement le fait que l'espace est devenu un nouveau Far West. Dans le vrai faux, tout à l'heure, je vous demandais si la France vendait des armes à des dictatures. Ouais. Et est-ce qu'il y a des régimes, des pays auxquels vous, même la France de manière générale, n'est pas trop fier? On le fait par accord géostratégique, mais on n'est pas trop fier de le faire. Non, alors faut décorréler vraiment ce qui est question politique, qui est pas du tout de ma responsabilité, de la responsabilité plutôt d'ailleurs du président de la République, et ce qui est partenariat et vente d'armes. D'abord, première chose, pourquoi on vend des armes? C'est en premier lieu parce que notre modèle repose là-dessus. Si on veut être autonome, si on veut la France ait son autonomie stratégique et soit capable toujours de faire ses propres bateaux, ses propres avions, ses propres satellites, etc., eh bien, le marché français intérieur n'est pas suffisant pour alimenter les industries. Et donc, on est obligé d'exporter. Ensuite, je rappelle que l'exportation de matériel de guerre est interdite. Et que donc, quand on veut vendre un matériel de guerre à un autre pays, il y a une dérogation. Cette dérogation, ça s'appelle la SIEMG. C'est une licence d'exportation de matériel de guerre. Et elle est accordée par une commission qui dépend des services du Premier ministre, en particulier du SGDSN, le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui accorde ces licences à des conditions. Ça peut être des conditions de non-réexportation, par exemple. On ne va pas donner des armes à un pays qui va les exporter vers un autre pays auquel on ne souhaite pas vendre. Ça peut être des conditions d'emploi, pas d'utilisation létale ou pas d'utilisation contre les populations, etc. Donc on a des garde-fous. Ensuite, les autres choix, ils sont politiques. Mais prenez l'exemple de l'Inde. Si on vend des Rafales en Inde, c'est pas uniquement pour vendre des Rafales. Je l'ai dit, c'est important pour nous. Mais c'est aussi pour avoir des partenaires dans certaines parties du monde qui sont des partenaires des pays qui sont, on va dire, alliés, non alignés, comme le disait le général de Gaulle, à savoir qui souhaitent disposer, par exemple, d'armement qui n'ait pas d'adhérence avec les États-Unis. Parce que, et on va pas rentrer dans les détails, l'armement américain, vous avez une norme qui s'appelle ITAR, qui est contaminante. Les États-Unis peuvent empêcher l'utilisation d'un matériel qui contiendrait des composants américains itarisés. Et donc, la France vend des armes à des pays qui souhaitent rester autonomes en matière de défense et à des conditions politiques négociées avec des licences négociées. Et par exemple, ces pays ne peuvent pas vendre les armes qu'on a vendues à d'autres personnes où ça doit être réglementé. Ouais. Ça dépend, c'est spécifié dans la licence. Okay. Par exemple, il y a des composants de systèmes d'armes. Alors, le sujet Israël oui, par exemple. Je sais bien. Chez Israël, je préfère anticiper. Mais je pense à l'Arabie Saoudite aussi. Oui, mais je préfère anticiper. Le sujet d'Israël, par exemple, on ne vend pas d'armes létales utilisées par Israël contre la bande de Gaza. On vend des composants qui peuvent être utilisés dans le dôme de fer. On vend très peu en plus. Et l'essentiel de ce qu'on vend aussi, c'est pour la réexportation d'armes par Israël vers des clients qui sont autorisés. Donc voilà. Donc l'Allemagne, les États-Unis, etc. Donc, encore une fois, cette licence nous permet de contrôler assez finement le devenir des systèmes que l'on voit. Merci beaucoup. Avec plaisir.